Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour et merci de nous rejoindre sur les ondes du micro des gynécos. Aujourd'hui, Léa reçoit le professeur Lazzaro, PUPH de médecine interne avec une spécificité autour des maladies auto-immunes et de la grossesse à Bordeaux. Et c'est à ce titre qu'elle nous partage ses connaissances sur le CAPS, syndrome catastrophique des anticorps antiphospholipides. Cet épisode fait suite au premier épisode sur le SAPL, syndrome des antiphospholipides, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute ou sur le site de la GOF. Bonjour professeur Lazzaro, on se retrouve donc, il y avait eu un premier épisode sur le syndrome des antiphospholipides et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une des complications qui est le syndrome catastrophique des antiphospholipides, le CAPS. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est et comment en faire le diagnostic ? Tout à fait, bonjour. Donc, le syndrome catastrophique des anticorps antiphospholipides, c'est une complication qui est extrêmement rare, qui se manifeste par la survenue simultanée ou en quelques jours, en général on dit en moins d'une semaine, d'épisodes thrombotiques dans au moins 3 organes différents, chez une patiente qui a soit un SAPL connu et auquel cas ça facilite le diagnostic, mais ça peut tout à fait être l'occasion de découvrir le SAPL qui va se manifester d'emblée par ce syndrome catastrophique des antiphospholipides et qu'on appelle le CAPS. Et pourquoi on parle du CAPS pendant la grossesse ? Tout simplement parce que ce syndrome catastrophique, en général, il est provoqué par un facteur déclenchant et ce facteur déclenchant, ça peut être une chirurgie comme une infection ou une modification thérapeutique, par exemple une patiente qui a un SAPL qui est sous anticoagulant au long cours, qui arrête brutalement du jour au lendemain son traitement anticoagulant peut déclencher son CAPS, mais il faut savoir aussi que la grossesse elle-même peut être un facteur de risque de survenue du CAPS. C'est la raison pour laquelle on évoque cette problématique du CAPS pendant la grossesse qui reste une pathologie rare mais qui est finalement pas du tout inhabituelle au cours de la grossesse. D'accord. Et alors, j'imagine que comme c'est rare, il y a aussi des diagnostics différentiels. Quels sont les diagnostics différentiels d'un CAPS ? Alors, les diagnostics différentiels d'un CAPS viennent du fait que sur la présentation clinique, je vous ai dit que ce sont des patientes qui font plusieurs épisodes thrombotiques en moins d'une semaine. Alors, la situation assez classique va être, par exemple, la patiente qui fait une phlébite pendant la grossesse et qui va se compliquer d'une embolie. Alors, vous allez me dire, ça, c'est des choses que je vois de temps en temps dans le contexte de la grossesse, sauf que cette patiente, elle va faire un 3e événement qui va être, par exemple, un accident vasculaire cérébral. Et là, on se dit que la situation est plus compliquée qu'une simple phlébite qui s'est compliquée d'une embolie pulmonaire. Et là, pour le coup, on va éventuellement évoquer une pathologie thrombotique et une pathologie thrombotique qui s'installe sur quelques jours et sur plusieurs sites différents. Ça doit faire suggérer le CAPS. Sauf que ces patientes-là, elles peuvent aussi thromboser en microvasculaire. Et donc, ces patientes peuvent faire des microthromboses au niveau neurologique et présenter un tableau, par exemple, d'encéphalopathie ou de confusion qui ne va pas forcément faire évoquer un CAPS d'emblée. C'est une patiente qui peut faire des microthromboses au niveau du rein et qui va se présenter avec un tableau d'hypertension artérielle, voire d'hypertension artérielle maligne, avec un tableau neurologique qu'on va mettre sur le compte de l'hypertension artérielle maligne, mais en fait, finalement, le tableau neurologique, c'est lié à la microthrombose cérébrale. Ou bien c'est une patiente qui va thromboser au niveau des surrénales et qui va se présenter avec une hémorragie surrénalienne ou une thrombose digestive qui va se manifester par des douleurs abdominales. Donc, toute la difficulté, elle vient de là, que tout dépend de la topographie de la thrombose et donc de la présentation clinique qui va en découler, qui va être extrêmement hétérogène. Donc, chez ces patientes-là, il faut quand même être sensible aux paramètres biologiques. Pourquoi ? Parce que quand on fait un CAPS et que l'on thrombose, on a un tableau de microangiopathie thrombotique qui s'installe. Et donc, cette patiente-là, sur le plan biologique, elle va avoir potentiellement une thrombopénie qui va s'installer, potentiellement une anémie hémolytique
qui va s'installer et potentiellement des perturbations rénales, voire hépatiques. Et tout ça, ça va vous faire dire, ah ben tiens, il se passe quelque chose, on est dans une MAT de la grossesse, on est peut-être dans un HELP syndrome. Et en fait, on a tous ces tableaux qui évoluent un peu tous en parallèle et qui doivent faire discuter le CAPS au même titre qu'on doit évoquer le HELP syndrome, au même titre qu'on peut évoquer un tableau de néphrite lupique, parce que dans ce contexte de syndrome des antiphospholipides, on peut avoir une maladie auto-immune et on peut décompenser sur le plan rénal avec un tableau de néphrite lupique. Bref, on peut avoir des anomalies biologiques très variées, des anomalies cliniques très variées. Et ce qui fait le lien entre tout ça, c'est la microthrombose, c'est la macrothrombose qui doit mettre la puce à l'oreille. Et ça, c'est le plus difficile à faire dans le contexte de grossesse parce qu'on est parasité par plein d'autres complications, la prééclampsie, bien sûr, qui va se mêler dans ce tableau-là et qui va rendre la prise en charge et le diagnostic et donc un retard diagnostique parfois conséquent. Et est-ce qu'il y a besoin d'une confirmation donc histologique de l'occlusion des petits vaisseaux? Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans un monde idéal, on est censé démontrer qu'on a des thromboses à plusieurs endroits. Donc, l'examen clinique, il est très important parce que les microthromboses, on peut le voir au niveau des extrémités. Et quand on a l'habitude de voir des CAPS, on sait pertinemment qu'on peut avoir au niveau des mains des lésions ischémiques avec des hémorragies en flamèche au niveau des ongles. Mais en effet, la thrombose avec la mise en évidence de la lésion tissulaire, ça fait partie des critères du CAPS. Et ça rentre dans le cadre de ce processus microthrombotique. Ce qui est très compliqué parce que ce sont des patientes qui s'aggravent extrêmement rapidement. Quand les thromboses commencent à apparaître sur quelques jours, ça va extrêmement vite. Et vous imaginez bien que lorsqu'on n'a pas la notion de la présence d'antiphospholipides chez la patiente et qu'on recherche ces antiphospholipides, le résultat, on ne l'a pas en 24 heures. Donc souvent, il faut faire le diagnostic de CAPS alors que le diagnostic et la recherche des antiphospholipides n'a pas été encore effectué. Et donc, c'est plutôt des événements thrombotiques, mais il y a aussi une baisse de plaquettes qui peut être associée, donc avec une hémorragie plus facile aussi. Alors, en effet, ce sont des patientes qui, paradoxalement, vont avoir un tableau de microangiopathie thrombotique avec une thrombopénie qui peut être extrêmement profonde. Et comme vous le dites, la thrombopénie, elle expose la patiente à un risque hémorragique. Et pourtant, sur le plan thérapeutique, la clé du diagnostic repose sur le traitement anticoagulant parce que c'est le seul traitement qui va permettre de lever ce tableau microthrombotique et d'améliorer la situation clinique avec toute la complexité que cela peut représenter chez une patiente qui est enceinte et qui, en parallèle, bien sûr, va thromboser ailleurs et notamment au niveau du placenta avec un risque obstétrical qui est absolument majeur. Donc, la prise en charge, c'est une anticoagulation curative associée à des corticoïdes? Exactement. Donc, la prise en charge en première ligne dans le contexte de la grossesse et comme dans tout contexte d'ailleurs, c'est l'anticoagulation efficace. Ça, c'est la clé de la prise en charge de ces patientes-là. C'est la corticothérapie pour diminuer les phénomènes inflammatoires et diminuer les processus pathologiques liés à la présence des anticorps antiphospholipides. Ces patientes chez lesquelles on peut proposer des échanges plasmatiques, justement, pour essayer d'éradiquer et d'épurer au maximum ces anticorps antiphospholipides, de façon à faire remonter les plaquettes, qui sera le témoin direct de la diminution des microthrombes intravasculaires. Et puis, on peut être amené également à faire des immunosuppresseurs, tels que le rituximab, qui va détruire les lymphocytes B et empêcher la fabrication, en quelque sorte, des anticorps antiphospholipides. Et donc, c'est ce cocktail thérapeutique qui permet d'améliorer au plus vite la situation, le pronostic vital étant bien sûr engagé. Et comme un des facteurs déclenchants peut être la grossesse, est-ce que la naissance peut être un facteur thérapeutique? Alors, la naissance, à la différence de la prééclampsie, ne règle pas le problème. Malheureusement, le processus, une fois qu'il est en place, quel que soit le facteur déclenchant, le contrôle du facteur déclenchant ne règle en rien le CAPS. Donc, en général, en effet, ces grossesses-là ne peuvent évoluer. Et donc, il y a une extraction fétale, mais pour sauvetage maternel, tout simplement. Et sur le plan thérapeutique, le CAPS peut tout à fait perdurer en postpartum, voire le CAPS
peut apparaître en postpartum chez ces patientes et c'est quelque chose auquel on est extrêmement attentif chez une patiente qui est connue pour un SAPL, chez lequel en fait il y a un relais par HBPM en curatif pendant la grossesse où on veille bien à faire un relais adéquat avec la reprise des AVK en postpartum et que ce relais soit absolument parfait parce que une problématique et un relais d'anticoagulants imparfait en postpartum peut être un facteur déclenchant majeur de la survenue d'un CAPS en postpartum. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur le CAPS. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Non, juste comme je l'ai dit précédemment, en fait, ce sont des dossiers qui sont extrêmement compliqués, qui nécessitent une expertise et je crois que c'est la prise en charge multidisciplinaire de ces patientes qui aide beaucoup dans la gestion de ces dossiers-là. Et donc, il faut interagir avec nos collègues obstétriciens, nos collègues anesthésistes et les sensibiliser sur ce genre de problématiques de façon à ce que la prise en charge de ces patientes soit optimale. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.